Comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle de nos données face aux géants du numérique? Comment on bâtit un espace numérique souverain? Un espace qui inspire la confiance et qui favorise la prospérité? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans un concept vraiment puissant, l'État-plateforme. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour bien piger cette idée, il faut qu'on commence par poser quelques définitions, quelques concepts clés. Le tout premier, c'est l'État-plateforme lui-même. Attention, il ne s'agit pas d'un simple site web gouvernemental, Non, c'est bien plus profond. C'est l'architecture fondamentale, la colonne vertébrale, qu'un État doit mettre en place pour gérer les données de façon sûre et efficace sur son propre territoire. Le deuxième concept important, c'est celui des communs de données. Voyez ça comme l'écosystème où toutes ces informations circulent. C'est basé sur une idée de communauté. Le principe est simple. Chaque membre partage des données qui sont fiables et en retour, il s'engage à utiliser celles des autres de manière éthique. C'est la base de la confiance en fait. Et enfin, notre troisième pilier, la souveraineté numérique. Et ça, ce n'est pas du tout un concept abstrait ou juste technologique. Au contraire, c'est très concret. C'est la capacité à créer un environnement numérique fiable où l'économie et la société peuvent tout simplement fonctionner sainement et donc générer de la confiance et de la prospérité. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce nouveau modèle? Tout simplement parce que notre façon actuelle de gérer les données est un héritage d'un autre temps. L'analogie est assez frappante, vous allez voir. Aujourd'hui, nos données sont encore compartimentées dans des sortes de registres thématiques, exactement comme à l'époque romaine. Vous avez l'état civil d'un côté, le cadastre de l'autre, la santé, la justice. Chaque administration garde précieusement ces infos dans son propre silo. Et les conséquences de ce modèle complètement dépassé, elles sont directes et on les subit tous les jours. L'info est éparpillée, souvent dupliquée, ce qui la rend peu fiable. C'est un système qui coûte une fortune à entretenir, qui nous rend hyper vulnérables aux cyberattaques et qui, soyons honnêtes, donne une impression de gouvernance vraiment archaïque. On pourrait se dire, facile, il suffit de tout connecter ensemble. Mais c'est là que ça coince. Le simple fait d'essayer de relier ces vieux systèmes crée une méfiance généralisée. D'un côté, les fonctionnaires ont peur de perdre le contrôle, et de l'autre, les citoyens craignent que leurs données, qui sont souvent imparfaites, soient croisées à mauvais escient. Résultat, on ne bouge pas, c'est l'immobilisme. Ce système archaïque, ce système fragmenté, il laisse un vide immense. Et, comme souvent en économie, ce vide a été très vite comblé par des acteurs extrêmement puissants. Des acteurs qui, eux, ont parfaitement compris la valeur des données quand elles sont unifiées. En gros, deux grandes sphères d'influence dominent aujourd'hui le paysage numérique mondial. On a d'un côté les géants américains, les fameux GAFAM, comme Google ou Apple, et de l'autre leurs équivalents chinois, les BATX, comme Alibaba ou Tencent. Ils ne perdent pas tout à fait de la même façon, mais leur objectif final est le même. Leur modèle économique repose sur une chose, l'accumulation massive de nos données. L'objectif, ce n'est pas seulement de nous connaître, c'est d'utiliser ces données pour créer des profils psychologiques, sociaux, économiques, dans un seul et unique but, influencer et même parfois manipuler nos comportements. Et cette hégémonie, elle a des conséquences vraiment profondes sur nos sociétés. Ces entités se sentent bien souvent au-dessus des lois des États, elles optimisent leur fiscalité au maximum, et surtout elles n'ont été élues par personne et n'ont aucun contre-pouvoir démocratique. Elles deviennent des acteurs capables d'entraver le bon fonctionnement de nos démocraties. Alors, face à ce constat qui est un peu sombre, on fait quoi? Est-ce qu'on est condamné à subir? La réponse est non. Il existe une alternative, une vraie vision souveraine pour l'Europe. Et c'est précisément là que l'État-plateforme entre en jeu. L'idée, ce n'est surtout pas de rejeter en bloc la technologie des plateformes et la prouver son efficacité. Non, il s'agit plutôt de s'en inspirer, de garder le meilleur de cette expérience, mais de la réorganiser complètement pour qu'elle soit cette fois au service de l'intérêt général et non d'une poignée d'intérêts privés. Et attention, ce n'est pas juste une idée un peu floue. Le modèle de l'État-plateforme repose sur des principes très clairs, non négociables. Fini la redondance des données, un contrôle citoyen total sur l'usage des données, une gouvernance démocratique avec des contre-pouvoirs, une sécurité à toute épreuve et une finalité, être au service du bien commun et de l'environnement. Là, on pourrait se dire « Ok, c'est bien joli sur le papier, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? C'est de la science-fiction » Eh bien, pas du tout. Regardons l'exemple d'un pays qui a déjà construit cet avenir numérique. L'Estonie, c'est la preuve vivante que le concept fonctionne. Leur système, qui s'appelle X-Road, est en service depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est le cas d'école parfait d'un État-plateforme européen qui a réussi. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est sa longévité. On ne parle pas d'une petite expérimentation récente, non. X-Road fonctionne depuis plus de 20 ans. Il a donc largement eu le temps de faire ses preuves en conditions réelles. Sa robustesse est tout aussi impressionnante. Imaginez, malgré des attaques informatiques constantes, notamment de la part de son grand voisin, le système n'a connu 0 violation de sécurité significative en plus de 2 décennies. C'est la preuve qu'une architecture bien pensée peut être incroyablement résiliente. Alors c'est quoi le secret de ce succès?
Premièrement, son architecture est distribuée, on dit en alvéole, ce qui évite d'avoir un gros point central qui, s'il tombe, fait tout tomber. C'est aussi un système très économe en énergie, capable de s'adapter à toutes les échelles, du plus local au plus global, et dont la gouvernance reste toujours démocratique. On voit bien que cette approche nous emmène bien au-delà de la simple technologie. En réalité, on parle ici d'un choix fondamental sur le type de société que nous voulons construire pour demain. Il y a une chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Si nous n'avons pas encore d'État plateforme à l'échelle européenne, ce n'est pas parce que la technologie manque. Le savoir-faire, il existe. Les vrais obstacles, les vrais freins, ils sont politiques, ils sont culturels, ils sont organisationnels. En fait, il faut voir cette transition vers un État plateforme comme un grand projet de société, un projet capable de mobiliser les meilleurs talents. Et la question du financement, eh bien, c'est un projet qui s'autofinance en grande partie grâce aux économies colossales qu'il génère en coûts de fonctionnement, en fiabilité et en efficacité énergétique. Au final, toute cette analyse nous ramène à la question la plus fondamentale. Au-delà des algorithmes et des architectures, il s'agit de faire un choix collectif. Quel monde numérique voulons-nous ? Est-ce qu'on veut un monde contrôlé par quelques géants non élus ou est-ce qu'on veut un monde bâti sur un socle démocratique, souverain et conçu pour que chaque personne puisse s'épanouir au sein de la communauté ? La technologie, elle, est prête. Le choix maintenant nous appartient.